Bienvenue dans ce décryptage consacré à l'un des environnements les plus intenses de la médecine vétérinaire, le triage des urgences respiratoires. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre exactement comment on arrive à identifier et à stabiliser presque en un clin d'œil une détresse aiguë chez le chien et le chat. C'est littéralement une course contre la montre où chaque seconde compte. Alors, comment arrive-t-on à décoder ces indices vitaux pour sauver un animal? On va plonger directement dans cette véritable enquête médicale en temps réel. L'idée, c'est de voir comment les signaux physiques, même les plus infimes, dictent les gestes de survie. Notre parcours d'aujourd'hui suit exactement la logique d'une vraie urgence en clinique. On va d'abord parler de la reconnaissance de la détresse sévère, suivie de l'administration vitale d'oxygène. Ensuite, on décodera ensemble les indices respiratoires, on passera en revue les grands traumatismes thoraciques, pour finir sur les obstructions et ces fameuses pathologies qui nous trompent. Commençons tout de suite par la reconnaissance de la détresse sévère, l'étape absolument cruciale du triage dès que l'animal franchit la porte. Les tout premiers signaux d'alarme sautent aux yeux. On va observer des postures vraiment désespérées. Pensons à l'orthopnée, avec la tête et le cou tendus à l'extrême pour ouvrir les voies respiratoires. Ou encore ses coudes écartés, comme si l'animal essayait d'élargir physiquement sa cage thoracique. Et puis, il faut tendre l'oreille, traquer un stridor, des sifflements, tout en surveillant la couleur des muqueuses et l'accélération brutale du rythme respiratoire. C'est vraiment tout un corps qui lutte pour compenser le manque d'air. Il y a un point fascinant et hyper important ici. Les chats sont de véritables maîtres de l'illusion. Ils ont cette capacité incroyable à masquer une détresse respiratoire pourtant très sévère. Ce qui veut dire qu'il faut les examiner dans le plus grand calme, avec une immense douceur. Une manipulation un peu trop brusque peut littéralement déclencher un arrêt respiratoire fulgurant dû au stress. Mécaniquement, parlons un peu de la cyanose. Cette fameuse coloration bleutée, c'est un énorme signal de détresse. Elle peut avoir une origine centrale, quand le sang n'arrive plus à s'oxygéner dans les poumons, mais elle peut aussi être périphérique. Dans un état de choc, par exemple, la circulation s'effondre et le sang stagne dans les petits vaisseaux. Le message final reste le même, les tissus crient famine et réclament de l'oxygène. Mais attention au piège clinique. Pour que cette cyanose soit visible à l'œil nu, il faut que l'hémoglobine non oxygénée dépasse le seuil critique de 5 grammes par décilitre. Ça signifie qu'une hypoxémie très dangereuse a largement le temps de s'installer, bien avant qu'on ne perçoive le moindre reflet bleuté. Un patient très anémique, par exemple, pourrait s'asphyxier sans jamais changer de couleur. Ce qui nous amène à la toute première étape de la stabilisation, l'oxygène. Pratiquement tous les patients en détresse respiratoire doivent être mis sous oxygène. Le but, atteindre une triade vitale. 1. Saturer le sang pour traiter l'hypoxémie. 2. Réduire le travail respiratoire pour éviter l'épuisement total des muscles. Et 3. Soulager le cœur qui s'épuise à pomper le peu d'oxygène disponible vers les organes vitaux. Et s'il y a bien une règle d'or hyper rassurante à garder en tête en urgence, c'est celle-ci. On ne peut pas aggraver l'état d'un patient en lui donnant un supplément d'oxygène à court terme. C'est tout simplement le réflexe qui fait basculer la balance entre la vie et la mort. Évidemment, on a tout un arsenal d'outils à disposition avec chacun ses compromis. Le masque facial, c'est pratique et peu coûteux, mais ça demande de manipuler l'animal, ce qui peut le paniquer. La cage à oxygène, c'est fantastique, pas de stress, pas de contraintes, mais ça coûte très cher et ça isole le patient derrière une vitre. Du coup, on peut parfois opter pour des sondes nasales pour la mobilité ou carrément l'intubation trachéale si la situation dérape complètement. Maintenant que l'oxygène est branché, on va décoder les indices respiratoires. C'est là que le vrai travail de détective commence. Rien qu'en observant le schéma respiratoire, on peut déjà cibler la zone touchée. Une respiration très rapide et superficielle pointe presque toujours vers un souci dans l'espace pleural. Avec un pneumothorax, l'air emprisonné empêche les poumons de se gonfler, donc l'animal fait de toutes petites respirations. A l'inverse, si on voit des mouvements profonds, lourds, très laborieux, le problème est généralement enraciné dans le tissu pulmonaire lui-même, ce fameux parenchyme. Et ces affections du parenchyme, elles sont redoutables. On y retrouve les pneumonies sévères, les œdèmes pulmonaires à cause d'un cœur qui flanche, les contusions après un choc violent ou encore l'asthme félin. Sans oublier le blocage brutal de la thromboembolie pulmonaire. Leur point commun, c'est qu'elles sabotent complètement la capacité du poumon à réaliser ces échanges gazeux. À l'auscultation, les bruits nous racontent toute une histoire. Des petits crépitements, on pense tout de suite à l'humidité d'un œdème. Un silence de mort du côté d'une côte fracturée, il y a sûrement du sang ou des voix écrasées. Et chez le chat, si on entend des sifflements avec un gros effort poussé en fin d'expiration, c'est un signe classique d'asthme, où le patient lutte pour chasser l'air de bronches complètement rétrécies. La thromboembolie pulmonaire, c'est un défi vraiment fascinant. L'animal arrive dans une détresse aiguë spectaculaire. Mais quand on fait une radio, les changements sont
Minime, presque invisible. Pourtant, si on donne de l'oxygène, la réponse est super marquée. C'est un profil très trompeur qui peut vite nous induire en erreur si on se fie uniquement aux images. Penchons-nous maintenant sur les grands types de traumatismes thoraciques et leurs ravages mécaniques. En gros, on fait face à deux mécaniques totalement différentes. D'un côté, les traumatismes contondants, comme les voitures ou les grosses chutes, qui créent des ondes de choc terribles, écrasant la poitrine. De l'autre, les traumatismes pénétrants, causés par des balles, des morsures profondes ou des branches. Les défis pour la paroi thoracique n'ont rien à voir d'une catégorie à l'autre. Les statistiques de ces impacts dictent littéralement les priorités. Après un choc violent, voir du sang ou de l'air remplir l'espace pleural est extrêmement courant. Pire encore, près de 45% des animaux traumatisés souffrent de contusions pulmonaires. Leurs poumons sont meurtris. Et si les voies respiratoires principales sont touchées, le pronostic devient malheureusement très sombre, très vite. Passons à notre dernière étape, les obstructions hautes et ces fameux problèmes qui imitent la détresse. Quand un patient arrive en faisant un bruit infernal, un vrai stridor, mais que très peu d'air passe, on est face à une obstruction haute. Ça peut être un bout de bois coincé dans la gorge, un choc anaphylactique qui fait tout gonfler, ou même l'anatomie de l'animal qui le trahit. Les bulldogs, avec leur voile du palais beaucoup trop long, ou les labradors âgés, avec une paralysie laryngée, sont des classiques de ce genre d'urgence. Mais voici le piège absolu du triage. Beaucoup de problèmes imitent à la perfection une détresse respiratoire, alors même que les poumons vont très bien. Un animal en état de choc ou avec une grosse fièvre va halter à mort. Une anémie sévère, il manque de globules rouges, donc il cherche son souffle. Même un ventre énorme qui appuie sur le diaphragme ou une simple panique viscérale peuvent nous tromper complètement. Ce qui nous laisse avec cette réflexion fondamentale. Si une terreur absolue ou un abdomen gonflé peuvent refléter exactement un poumon en train de lâcher, comment être totalement certain qu'on a affaire à une vraie crise respiratoire et non à un autre système en train de s'effondrer ? Eh bien, c'est toute la complexité et la beauté de la médecine d'urgence. Apprendre à lire au-delà des apparences pour prendre la bonne décision à la seconde près.